Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup pour votre présence à cette deuxième session de webinaire consacrée aux solutions d'adaptation au changement climatique fondées sur la nature. Ce webinaire est enregistré et sera disponible en replay sur les sites des ADAC, sur la page inscription, là où vous êtes inscrit, et sur le site de l'OFB, sur la page du projet Life Artisan. Et on va vous mettre tout de suite le lien dans les questions-réponses. Alors, je suis Juliette Nouel et avec Marguerite de Perrois, nous sommes les deux cofondatrices des ateliers de l'adaptation au changement climatique. Marguerite. Je suis dans la même salle que Juliette, donc je parle avec le même micro que Juliette, ne vous inquiétez pas, si vous voyez mon micro coupé. Nous avons choisi un format webinaire qui vous permet de poser vos questions dans l'espace dédié en bas. En revanche, vous ne vous voyez pas, vous ne voyez que les intervenants lorsqu'ils prennent la parole. Vous pouvez donc poser toutes vos questions sur l'espace questions. Vous pouvez voter pour les questions qui vous intéressent. J'en ferai la synthèse et à la fin du webinaire, vers 12h35, je poserai les questions aux deux personnes qui interviennent pour qu'elles y répondent. Merci. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas les ADAC, nous sommes un atelier basé sur la science et l'intelligence collective destiné à la sensibilisation aux impacts physiques du changement climatique et au passage à l'action. Nous allons mettre l'adresse de notre site dans le canal questions-réponses. Alors, je vous présente tout de suite les autres personnes que vous voyez, à commencer par Anne Feuillas, qui est chargée de mission dans le projet Life Artisan à l'Office français de la biodiversité, et Amaury Parel, qui est le coordinateur national du projet Life Artisan à l'OFB. Nous avons en effet le plaisir d'avoir monté ces webinaires en partenariat avec l'OFB, webinaires qui sont au nombre de 7. Donc là, aujourd'hui, c'est le deuxième. Il y a déjà eu le milieu urbain qui est disponible en replay, comme je l'ai déjà dit. Sont également présents aujourd'hui Pauline Lenardan et Christophe Guignon, puisque leurs témoignages vont être au cœur de notre webinaire. Je vais les présenter dans quelques minutes. Mais avant cela, je passe la parole à Anne Feuillas, qui va nous expliquer ce qu'est une solution fondée sur la nature. Anne, c'est à toi. Et je partage l'écran. Merci Juliette. Je ne vais pas revenir sur le projet artisan en détail, mais juste pour vous rappeler qu'on a un projet financé par la Commission européenne sur 7 ans et qui vise à favoriser la mise en œuvre de projets de solutions fondées sur la nature partout en France, en Hexagone et dans les Outre-mer. Et donc ce projet est piloté par l'OFB et c'est donc depuis là que je vous parle. Euh, Rapidement. Qu'est-ce qu'une solution fondée sur la nature? En fait, les solutions fondées sur la nature, c'est plutôt un concept qui vient regrouper un ensemble de méthodes et de techniques qui sont éprouvées et connues depuis longtemps. Elle regroupe des actions de préservation d'écosystèmes, en bonne santé bien sûr, de restauration d'écosystèmes dégradés et de gestion durable des écosystèmes. Et ces actions-là doivent servir à relever des défis de société, donc qui peuvent être assez différents. Il y en a plusieurs, les défis d'adaptation au changement climatique, d'atténuation, de protection contre les risques naturels, de sécurité alimentaire, etc. Donc relever des défis de société et, et c'est là le plus important, et assurer des bénéfices nets pour la biodiversité. Donc, si on doit retenir une idée clé des solutions fondées sur la nature, qu'on appelle SFN, c'est cette notion de co-bénéfice pour les sociétés humaines et et pour la biodiversité. Il y a trois questions un peu essentielles à se poser. Est-ce qu'on est bien sur un projet qui est basé sur les écosystèmes en bonne santé? On s'appuie sur les écosystèmes. On s'inspire pas d'un écosystème, on s'appuie bien sur un écosystème. Est-ce que ce projet répond à un défi sociétal? Ici, on va se parler de l'adaptation au changement climatique pour les milieux littoraux et côtiers. Et est-ce qu'il engendre bien un gain pour la biodiversité? C'est-à-dire que mon état de biodiversité est meilleur une fois le projet mis en place que avant. Rapidement, pour évoquer les SFN pour les milieux littoraux, bon déjà rappeler que
On va se parler de solutions fondées sur la nature qui permettent d'adapter au regard d'aléas climatiques bien particuliers, donc l'élévation du niveau de la mer, le risque de submersion marine, l'érosion hein, notamment. On en a choisi trois ici qui sont assez représentatives. Une première qui peut être de redonner des terres qui ont été poldérisées à la mer, de démanteler certaines infrastructures côtières. Une seconde qui concerne toutes les actions de préservation et de restauration des herbiers, des mangroves, des récifs qui vont réussir à atténuer les houles notamment. Et puis la préservation, la restauration et la gestion durable des écosystèmes sableux qui permettent d'agir en fait sur les risques de submersion et surtout de mobilité dunaire. En fait, s'il y a une idée à garder en tête sur les SFN en milieu littoral, c'est d'accepter cette interface très dynamique entre la terre et la mer et de ne pas chercher absolument à fixer le trait de côte. Voilà. Avant de laisser la parole à Juliette et aux intervenants, si vous souhaitez aller plus loin à l'issue de ce webinaire, on a conçu un outil interactif dans le cadre du projet, euh, une entrée spécifique pour les décideurs pour comprendre pourquoi les SFN fonctionnent avec surtout beaucoup d'exemples, beaucoup de retours d'expérience et une boîte à outils pour mettre en œuvre ces projets avec plein d'informations sur les financements, les méthodes, les ressources, etc. Vous pouvez flasher le QR code et puis je peux vous remettre le lien dans le chat Voilà, on aussi. va remettre le lien dans le Ouais, chat. voilà. OK. Ah, on ne peut pas mettre de lien dans le chat. Bon, c'est- donc, merci beaucoup, Anne. C'est une nouvelle étonnante qu'on puisse pas mettre Il faudra qu'on pose une question et je peux répondre Ah, à la question. d'accord. OK, Il faudrait OK. qu'un intervenant me pose la question. D'accord. Donnez-moi, Bon. s'il vous plaît, les liens. Alors, est-ce que quelqu'un peut faire ça? Alors, en tout cas, merci beaucoup, Anne. Et on va commencer donc ce webinaire par le cas de la collectivité. Et donc, je me tourne vers vous, si je puis dire, Pauline Lenardant. Vous êtes responsable prévention des inondations et submersions marines à l'agglomération de Lorient. Avec vous, nous allons parler plus précisément de la presqu'île de Gavre. Alors, je vais de nouveau partager pour que tout le monde voit bien où est-ce qu'on est exactement. Attendez, alors j'ai perdu absolument tout. Voilà, pardon. Hop, partager. J'aurais pas dû. Voilà, partager. Donc, hop, Lorient, c'est là, hein. Et on va parler de la presqu'île de Gavre, qui est là, et plus précisément de cette partie de la presqu'île de Gavre. Mais on va y revenir plus tard. Pardon. Donc Gavre aujourd'hui compte près de 700 habitants et donc elle est à l'extrémité de ce cordon de sable. La commune a subi deux submersions marines en 2001 et 2008 durant lesquelles une centaine de maisons ont été inondées pendant 3 jours. C'est le point de départ de l'histoire qu'on va essayer de raconter aujourd'hui. À l'époque, l'agglomération de Lorient, par solidarité intercommunale, s'est engagée à faire une étude pour comprendre le fonctionnement hydro-sédimentaire sur cette partie de la presqu'île, c'est-à-dire le transit du sable sous l'action des marées et de la houle. Donc, Pauline Lenardant, qu'est-ce qui a été décidé suite à cette étude? Merci Juliette pour cette introduction et excusez-moi pour cette voix. J'ai attrapé un méchant virus, mais ça ne m'empêchera pas de participer et d'être claire à ce webinaire. Effectivement, donc en 2001-2008, deux submersions par la mer. C'est le seul secteur sur le pays de Lorient qui a été inondé suite à une submersion. Il a été décidé effectivement de redonner la place en fait au sable pour protéger la presqu'île, puisque en fait on a pris conscience que c'était bien le sable qui protégeait des submersions. Plus la plage était grasse, plus la houle était amortie en bas de plage et moins les vagues se projetaient sur les maisons situées à l'arrière. Donc en 2012, on a eu la chance de bénéficier du sable issu du dragage du port de Lorient pour venir recharger massivement la grande plage de Gavre et maintenir ce sable avec deux ouvrages perpendiculaires à la plage, ce qu'on appelle des épis,
des épis en bois. Donc, c'est ce qui a été réalisé en 2012, un rechargement massif et 2 épis perpendiculaires à la plage pour non plus avoir une seule et même plage, mais avoir 2 plages bien distinctes, 2 cellules hydrosédimentaires qui fonctionnent de manière distincte. Et donc, ça se passe. Et vous demandez donc à l'Université Bretagne Sud, enfin, vous rentrez dans une collaboration, un partenariat avec l'Université Bretagne Sud pour faire des relevés tous les mois et observer le résultat de ces premiers travaux. Et là, qu'est-ce que vous découvrez? En fait, effectivement, l'objectif des aménagements avait été rempli, mais il nous fallait en fait comprendre en fait la nouvelle dynamique de la plage, comprendre en fait son fonctionnement hydrosédimentaire, savoir si les bouleversements qu'on lui avait fait subir avaient modifié le transit qui se passait d'ouest en est, si c'était comment ça se passait, si c'était bénéfique pour la plage ou pas. Donc on a grâce à une convention de subvention, effectivement, commencé un partenariat fort avec l'Université de Bretagne Sud et le laboratoire Géocéan pour qu'ils viennent en fait réaliser tous les mois des levées topo pour comprendre en fait où est-ce qu'allait le sable, comment ça fonctionnait. Et en fait, on s'est vite rendu compte, aussi bien grâce à ces levées, mais aussi grâce aux différents suivis, puisqu'on a un programme de surveillance de l'érosion côtière également sur le territoire, donc également avec ce programme de surveillance de l'érosion côtière, ces observatoires photographiques, que ça fonctionnait très bien, voire trop bien. Si bien qu'on a souhaité en fait en 2018 optimiser ces aménagements, puisqu'en fait le fait d'avoir rechargé massivement la plage, c'était très bénéfique pour la grande plage de Gavre, mais le fait d'avoir coupé totalement en fait le transit hydrosédimentaire avec ces ouvrages perpendiculaires à la plage, on avait stoppé en fait tout transit et on avait peur qu'à terme en fait cela crée des difficultés à l'arrière des ouvrages. Donc en Et 2018, comme on le voit bien sur la photo là. complètement, comme Voilà. on peut l'apercevoir sur la photo. Parce que Donc de en l'autre 2000, côté, il y a aussi la mer. c'est la petite mer de Gavre, tout à fait. Oui, d'accord. Enfin bon, voilà, il faudrait pas En que... fait, on est là, on est face à l'océan, et de l'autre côté, c'est la petite mer de Gavre qui amène vers sur la rade de l'Orient. Euh, donc, les élus ont décidé d'optimiser en fait les travaux. Et de 2018 à 2021, il y a une grosse campagne en fait d'optimisation qui s'est passée sur la grande plage de Gavre. Avec, on a raccourci les ouvrages qui avaient été proposés en 2012. On a installé des pieux hydrauliques, un peu les pieux qu'on peut voir sur les plages de Saint-Malo, qui sont assez Ça, comme cela. exactement les pieux hydrauliques. Là, c'est pendant la phase de travaux en Hmm. 2020 qui ont été battus dans le sol. On a également installé des casiers de ganivelle en haut de plage. C'est des casiers, en fait, des échalades de châtaigniers qui sont positionnés en casier qui permettent, en fait, de retenir le sable en bas de plage, en haut de Comme on plage, voit. pardon, Voilà, on les voit bien là. pour permettre, en fait, d'avoir une dune plutôt grasse et éviter, effectivement, les submersions marines à l'arrière. On a rehaussé aussi également une dune sur un secteur en zone basse qui n'avait pas été inondé en 2008, mais malgré tout, c'était vraiment le secteur bas et on se rendait compte avec les modélisations hydrosédimentaires, parce qu'évidemment, tout ça, ça a été accompagné de modélisations hydrosédimentaires pour valider le projet qu'on avait en tête et que l'eau, en fait, pouvait transiter par ce secteur. Donc, la dune a été rehaussée avec un protocole qu'on avait déjà pu expérimenter sur une autre commune de la Hmm. collectivité. Et on a canalisé le public parce qu'en fait, sur toute la longueur, on est sur environ 2 kilomètres de plage. Sur tout ce secteur, en fait, on se rendait bien compte aussi qu'il y avait des passages un peu anarchiques, que chacun, en fait, se garait et traversait la dune, ce qui créait, en fait, des sifflevents. Le sable transitait et allait s'échouer sur la route. Et du coup, c'était du sable perdu. Donc, on a D'accord. réalisé toute cette campagne entre 2010, oui, c'est ça, 2018 et 2021. Alors, donc, ça, j'ai essayé de montrer au fur et à mesure. J'espère que c'était clair pour tout le monde. Là, on voit notamment la canalisation en bas à gauche du public. Donc, tout ça, ça a permis de restaurer des secteurs naturels dégradés
et de donner une certaine résilience, de nourrir la dune, hein, comme je crois que c'est l'expression. Et puis, vous avez observé des gains jusqu'à 1 mètre de sable supplémentaire ont été constatés en moins d'une année. C'est bien ça, Pauline? Complètement, avec là aujourd'hui les derniers relevés qui ont été faits, on a 80% de recouvrement de la végétation sur la majorité des secteurs sur lesquels on est intervenu. Donc c'est vraiment une réussite majeure pour le territoire et pour la presqu'île. On s'est appuyé effectivement en fait, hein, sur quelque chose d'existant, sur une nature déjà présente pour pouvoir en fait l'accompagner et permettre en fait d'avoir un regain de la biodiversité. Là, on voit au milieu de ces 4 photos le gravelot à collier interrompu qui niche depuis de manière beaucoup plus importante sur ce secteur qui était beaucoup plus pauvre il y a encore quelques années. Donc, on voit bien le double bénéfice, hein. Vous avez essayé plus ou moins de fixer le trait de côte et en tout cas d'arrêter la progression du niveau de la montée du niveau de la mer temporairement. Enfin, on y reviendra plus tard peut-être. Et puis, il y a des gains sur la biodiversité. Oui, Alors, alors on n'a pas, juste pour quand même pour préciser, on n'a pas fixé le trait de côte, justement, c'était le choix de la collectivité de travailler sur des solutions fondées sur la nature. On n'a pas fixé le trait de côte, on l'accompagne. On a tout à fait conscience qu'en période hivernale, en fait, les ganivelles peuvent comment dire, tomber, qu'il peut y avoir un recouvrement massif de sable. Mais en fait, l'objectif, c'est vraiment que tout ça, ça se passe sur la plage et pas sur les maisons. Donc, on travaille sur la plage, sur quelque chose qui est mobile, qui est mouvant. On en a totalement conscience et c'est vraiment le cœur de ce projet. merci. Merci de m'avoir reprise parce qu'effectivement, j'avais dit une petite bêtise. Donc, vous avez gagné donc, le projet Life Artisan avec ses réalisations. Et je voudrais maintenant passer rapidement sur l'aspect des freins parce que ce n'est pas le coût qui a représenté le plus gros frein. Alors, je vais le donner, hein, c'est 700 000 euros pour pas loin de 2 kilomètres qui a été payé 100% par l'Orient Agglomération. Quel a été le principal frein, Pauline Lenardon? Alors, le principal frein, effectivement, c'était de convaincre. De convaincre, en fait, la population, les riverains, que du bien fondé, en fait, de ce projet. On était sur des solutions, en fait, douces qui pouvaient paraître un peu euh, comment dire, pas très efficace. Et il a fallu convaincre. Donc, ça a été toute une partie en fait de notre travail. On a pris le temps. On a vraiment pris le temps d'échanger, d'abord avec la commune, de leur présenter le projet qui avait été défini avec l'université et le laboratoire Géocéan, d'échanger avec eux, puisque parce qu'il fallait aussi qu'il y ait une adhésion forte de la commune pour pouvoir porter le projet. Et après, on a organisé de nombreuses réunions à différentes, d'abord à toute la population. On est sur une presqu'île de 700 habitants, donc ouvert à toute la population, mais aussi des réunions plus spécifiques sur des noyaux urbains qui étaient plus Parce que concernés, notamment par le rehaussement de dunes. ce qu'il faut dire, enfin, je me permets d'ajouter que le principal problème, enfin, ce qui a posé le plus le problème, ce sont les habitants, seulement une dizaine de maisons qui, après la création de la dune, ont perdu la vue sur la mer, alors qu'ils n'avaient pas été inondés lors de la précédente submersion. Donc, voilà, ils disaient, ben, on n'a pas été inondés et pourtant on perd la vue sur la mer. Donc, c'est là où vous avez fait un vrai travail de sensibilisation et de conviction. C'est ça, donc il a fallu effectivement convaincre. Mm. C'est ce qui, c'est ce qui, en fait, c'est un frein et en même temps une réussite. Il a fallu en fait convaincre la population. Ça nous a pris du temps. C'est ce qu'on peut noter. Ça nous a pris beaucoup de temps et aujourd'hui, il y a une adhésion de tous et autant des riverains qui sont concernés par la perte de la vue mer. Alors, je précise quand même, ils ont perdu la vue mer au rez-de-chaussée, mais pas à l'étage. Très bien. Et alors, en plus, enfin, ça se poursuit aujourd'hui avec, via l'université, l'Observatoire citoyen du littoral, un projet qui s'appelle Objectif Dune. Vous avez une équipe de bénévoles, une cinquantaine de personnes, je crois, et ce qui est énorme sur une commune de 700 habitants,
qui tous les jours vont sur la plage et font des relevés. Oui, effectivement. En fait, ça faisait partie du projet, c'est-à-dire qu'en fait, au cœur du projet, on a voulu mettre les habitants. Et à la fin des travaux, on a souhaité en fait que monter une association via l'OCLM, l'Observatoire citoyen de l'observation du littoral. Et c'est un des premiers, enfin c'est le premier observatoire en tout cas sur le pays de l'Orient qui s'est mis en place suite à ces aménagements. Et donc, une cinquantaine de bénévoles se sont manifestés pour pouvoir intégrer cette association. Et tous les 15 jours, ils viennent en fait constater, via un protocole qui a été défini par les scientifiques, de l'évolution en fait du trait de côte, aussi bien de la végétation que du sable. Et donc, tous les 15 jours, une cinquantaine de bénévoles, alors à tour de rôle, ils sont pas 50 sur la plage, Mm. à tour de rôle, une dizaine, ils vont parcourir en fait l'intégralité de la plage qui a été remaniée Voilà. pour noter notamment les bénéfices. Et à la suite de ça, tous les ans, on a un rapport qui nous permet en fait de montrer les évolutions. Ce qui est De- intéressant aussi, c'est que grâce à ces bénévoles, on a un vrai lien entre les aménagements, entre le terrain et nous. Nous, on travaille sur 132 km de côte, donc on a du mal à pouvoir Mm. se développer sur l'ensemble de Ouais. notre littoral. Et donc le fait de les avoir en fait comme des sentinelles en fait sur le littoral, ça nous permet d'avoir ces relais et d'ajuster, de réaliser des travaux d'entretien le cas échéant. Merci beaucoup. Et alors, comme le temps nous presse, je vais être obligée de conclure en disant, Pauline, que évidemment, on est obligé d'évoquer la suite, hein, car la mer, bah, elle va continuer à monter, et que d'autres tempêtes viendront s'ajouter à ça. Et vous m'avez dit que pour la suite, la commune de Gavre ben, envisage la suite et a été la première à intégrer sur votre territoire en novembre 2024, pardon, ce qu'on appelle le décret liste qui a été donc émis dans le cadre de la loi Climat et Résilience et qui va vous permettre de définir une stratégie de gestion du trait de côte et d'objectiver aussi par rapport aux habitants ben, ce qui va se passer par la suite. Complètement. Voilà, Donc ok. c'est la suite, c'est notre feuille de route pour les prochaines années. Ok, merci beaucoup, Pauline. Surtout, restez avec nous parce que il va y avoir des questions il y a déjà des questions qui vous sont adressées et on répondra aux questions, comme j'ai dit tout à l'heure, quand on aura évoqué l'autre cas qui est donc celui de la SNCF. Et pour ça, donc, j'accueille et je présente avec plaisir Christophe Guégnon. Donc, Christophe Guégnon, rebonjour, vous êtes responsable des investissements sur le périmètre social de la SNCF, ce qui comprend des bâtiments de loisirs, sportifs, de restauration et notamment des centres de vacances. La SNCF possède 56 centres de vacances au niveau national qui sont réservés aux salariés de l'entreprise, dont celui de Soulac-sur-Mer, donc que je montre là. Enfin, je montre où est Soulac et qui sera l'objet de notre échange aujourd'hui. Donc, le centre de Soulac, il existe depuis les années 70 et il a un énorme succès puisqu'il accueille tous les ans 800 enfants avec un taux d'occupation de 100%. Il est situé juste au bord de la plage. Alors, je montre, voilà. Et c'est bien là toute la question, hein. Donc, on le voit hein, dans le trait, dans le rond rouge, pardon. En moyenne, chaque année, en effet, eh bien, on perd 2 à 4 mètres de trait de côte sur cette portion du littoral. Et durant les tempêtes de l'hiver 2013-2014, ce chiffre est même monté jusqu'à 30 mètres. Donc, l'année 2018 a marqué un tournant, Christophe Guégnon. Qu'est-ce qui s'est passé en 2018? En 2018, en partenariat avec la communauté de communes du Médoc Atlantique, qui est compétente en GEMAPI, à la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, la SNCF a été dans l'obligation de démolir 2 bâtiments qui menaçaient de s'effondrer sur la plage, avec un risque de pollution lié à la présence d'amiante euh, qui était contenu dans les matériaux de construction. Donc, on Alors, le voit, c'est en noir là. Donc, ce partenariat a amené la SNCF à participer à un appel à projet du ministère de la Transition écologique et solidaire dans le cadre des solutions fondées sur la nature pour les territoires littoraux résilients. Alors,
on a à la suite reçu un courrier de la communauté de communes de Médoc-Atlantique, hein, qui demandait d'aller plus loin, hein, de démolir trois bâtiments qu'ils se trouvaient dans le PPRL, donc le plan de prévention des risques littoraux. Et la SNCF a dû effectivement s'investir dans ce combat. D'accord. Donc, c'est les bâtiments qu'on voit en jaune là. Tout le monde les voit bien. Voilà. Voilà. Et donc là, vous aviez trois options, Christophe, parce que notamment dans ces bâtiments, il y avait le local, enfin la cantine, enfin le La restaurant. restauration, oui. Voilà. Donc, Donc, quelles étaient les trois options, rapidement? voilà. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que c'est un centre de vacances qui est géré par nos partenaires sociaux. Donc, on avait trois options. La première, c'était de fermer le centre et de relocaliser sur un autre site dans le secteur de Soulac. Mais c'est assez délicat. Il n'y avait pas de surface de libre, il n'y avait pas de foncier à acquérir. Donc, cette solution A été abandonné. n'a pas été, a été abandonnée. On Mhm. avait une deuxième option, c'était de déconstruire le restaurant et de le reconstruire. Donc, en créant un nouveau bâtiment à l'extérieur des problématiques du PPRL. Mais là, le coût de reconstruction était trop important et l'entreprise n'a pas souhaité donner suite. Et donc, on a trouvé une troisième option qui a été De de modifier déconstruire. un bâtiment Mhm. pour remettre en place la restauration. Et ce bâtiment, c'est l'infirmerie qu'on a relocalisé également dans un bâtiment existant. D'accord. Donc, et tout ça en partenariat avec les partenaires sociaux qui tenaient absolument à ce que le centre reste à Soulac. Tout à fait. Donc, vous êtes passé à l'action et qu'est-ce que vous avez commencé par faire? Alors, la première opération, ça a été de trouver des partenaires pour nous aider. Et de ce fait, on a dû démolir le restaurant d'entreprise, quoi, le restaurant de la collectivité, du centre de vacances. Et puis ensuite aussi démolir toute l'infrastructure, hein, qui était dans la zone de submersion Mm. possible. Donc, vous avez Tout en, démoli grosso modo 400 mètres carrés, c'est ça? Oui, on avait 400 mètres carrés de bâti et à peu près 500 mètres carrés de surface imperméable. Alors, tout en sachant qu'on devait le phaser pour permettre la continuité d'activité Eh sur le oui. site. Donc, le faire commencer à la fin de l'été et que ce soit de nouveau prêt aux vacances Aux estivales. vacances suivantes, ouais, tout à fait. Donc, là, dans l'ordre, ça a été de reconstituer le restaurant pour permettre la Hein. continuité l'année N. Et ensuite, une fois que le restaurant était reconstitué, l'année N+1, on a pu démolir et faire tout le travail de renaturation. Alors, justement, la renaturation, c'est ce qui nous intéresse plus spécifiquement aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez commencé par apporter du sable, je crois. Oui, alors dans un premier temps, avant la démolition, on avait repéré les plantes qui devaient rester en place. Et puis, une fois que on a eu démoli, effectivement, on a eu un apport de sable par l'intermédiaire de la communauté de communes du Médoc, hein, qui est la seule à pouvoir extraire du sable sur la plage de Soulac. Il vient Donc, d'où ce nous, sable? donc il vient de la plage qui est comment dire, sur l'esplanade de Soulac, hein, la plage principale de Soulac-sur-Mer. D'accord. Et à partir de là, on a des dumpers, des gros camions, hein, qui transportent le sable sur la plage pour venir alimenter, qui sont venus alimenter notre projet pour environ 1000 mètres cubes. D'accord, mais ça pose pas de problème d'enlever du sable ailleurs pour le mettre là? Alors, ça pose pas de problème parce qu'on a un mouvement de l'océan, hein, qui fait que le sable qu'on ramène, que la commune, hein, du Médoc emmène tous les ans pour reconstituer son trait de côte, se retrouve inlassablement en face la plage principale de Soulac. D'accord. Ce qu'il faut voir, c'est que la com, elle gère plus de 7 kilomètres, hein, de trait de côte, où elle reconstitue un filet dunaire et qu'elle transporte plusieurs dizaines de milliers de mètres cubes tous les ans. D'accord. Donc, sur ce sable, vous avez ressemé des graines, vous nous l'avez dit, qui avaient été préalablement récoltées sur la parcelle, hein.
Donc, vous avez recensé les végétaux sur place, vous avez fait du tri entre le local et l'intrusif pour éviter enfin, voilà, pour éviter de mettre, j'imagine, des plantes invasives. Et là, on voit le résultat. Alors, je vais essayer de... ah non, alors ça, c'était les dalles résiduelles des bâtiments 10 et 11, mais c'est pas ça que je voulais montrer. C'était, voilà, photo d'après-chantier. Vous avez donc replanté Toutes les graines locales, hein. On a eu, quand on était assisté par un bureau d'études environnementales, hein, qui a fait le recensement, et une fois qu'on a eu terminé et qu'on a ramené le sable, ils sont revenus replanter. Alors, on est venu replanter les graines, mais on a aussi mis en place des genêts, hein, coupés, pour éviter l'érosion du sable qu'on avait pu apporter, l'érosion liée au vent et aux tempêtes. Voilà, et tout ça, c'était avec l'appui technique de l'agent local de l'Office national des forêts. Voilà, donc on a eu un très fort partenariat avec l'ONF, hein, pour effectivement voir les catégories de plantations qu'on pouvait remettre en place sur ce nouveau filet dunaire, et aussi une grande aide de la communauté de communes du Médoc, hein, qui a eu l'expérience et une expertise de la gestion de la zone. D'accord. Donc, alors, ça a été terminé il y a assez peu de temps finalement, donc c'est peut-être un peu trop tôt, enfin, je pense, pour que... Oui, on n'a pas encore un retour euh, aussi important que j'ai vu précédemment. Oui, tout à fait. Nous, on a terminé les travaux l'année dernière. Voilà. Mais évidemment, ça va être surveillé Voilà, donc constamment. on a comment dire, un bureau d'études, hein, qui est missionné pour suivre l'évolution de ce qu'on a pu faire sur une dizaine d'années. D'accord. Ah oui, sur une dizaine d'années. Et Une alors, dizaine d'années. comme ce que nous disait Pauline Lenardon pour Lorient, vous avez aussi eu une action de limitation du piétinement par canalisation de la fréquentation des enfants. Ouais, tout à fait. Voilà. Ce qu'il faut voir, et vous l'avez peut-être vu sur les photos, c'est que nous, on avait un centre de loisirs, quoi, de vacances, qui était, entre guillemets, les pieds dans l'eau. Donc, ils sortaient Oui, de on notre voit bien structure et là. ils pouvaient Oui. accéder directement à la plage. Aujourd'hui, ils ont plus cette possibilité, hein. Bon, ils ont un léger détour, hein, donc ils sortent plus face à la mer, ils sortent sur le côté Mm. via, comment dire, un parcours public, hein, qui est emprunté par les estivants de Soulac de la zone. Très bien. Et d'ailleurs, vous avez un volet de sensibilisation qui prévoit, alors je crois que ça n'a pas été encore mis en place. Il n'est pas encore mis en place, oui. Voilà. Alors Mais tout à fait. On va profiter de ces travaux qui sont, voilà, qui sont peu communs pour une entreprise comme la nôtre, avec les partenaires sociaux, pour monter une activité, hein, une sensibilisation autour de cette évolution du trait de côte sur cette plage, hein, qu'ils voient, qu'ils ont pu, pour certains, voir évoluer également. Donc effectivement, c'est l'objectif, hein, que l'on s'est fixé avec les partenaires sociaux pour que la saison prochaine, on ait une activité spécifique, hein, sur les dommages d'accord. de Ok. l'avancée de ce trait de côte. Alors, j'en viens rapidement à la question qui a été pour vous le principal frein et comment enfin la principale difficulté et comment vous l'avez surmonté. Ouais, nous, le premier frein, en tout cas, ça a été que nous, on n'est pas une entreprise, quoi, qui a une expertise, hein, sur cette problématique de trait de côte. Nous, Oui, c'est de transporter des voyageurs. Donc, effectivement, ça a été de trouver les partenaires, hein, qui puissent apporter les réponses attendues, pour effectivement, ben, être dans cette démarche, hein, initiée par le ministère. Donc, on les a trouvés, ben, auprès d'écologues, auprès de la com de com et puis de l'ONF, hein, alors, c'est vrai que la com de com et l'ONF, eux, ils gèrent 40 km, hein, oui, de trait de côte. Donc, ça a été ça le la principale difficulté. Une fois on a trouvé les partenaires, l'entreprise validant le projet, on, on a chaussé, entre guillemets, les oui. chaussons pour ben, avancer pas à pas et puis arriver au résultat attendu. Donc oui, parce que oui, vous étiez vraiment face à l'inconnu, vous saviez pas par où commencer et Voilà. voilà. Et donc finalement, le principal conseil que vous donneriez, c'est de se rapprocher des sachants locaux.
Absolument. Quand on est une entreprise comme la nôtre, voilà, on n'est pas une collectivité, donc effectivement, c'est vraiment de se rapprocher des sachants locaux qui sont très ouverts et en tout cas nous on les remercie énormément. Mais alors, Christophe Guégnon, dernière question, la même qu'avec Pauline. On ne peut pas terminer sans évoquer la suite, puisque, je me répète, la mer va continuer à monter. Donc, à quelles conditions la solution actuelle est-elle pérenne? Alors, voilà, nous, dans ce qui s'est passé sur Soulac et ce centre de vacances, on a fait, comment dire, une participation ponctuelle. Ce qu'il faut voir, c'est que si la com ne continue pas à entretenir ce fil du nerf sur notre zone, on n'aura pas la capacité à maintenir localement ce trait de côte et après savoir ce que ça serait judicieux. On est quand même sur la zone du Médoc qui, à l'origine, est quand même C'est les un marécages. marais. Donc effectivement, quoi, ce trait dunaire, cette digue quelque part, bon, elle est importante effectivement pour l'activité locale du tourisme, mais elle est aussi importante pour les activités humaines qui sont un petit peu plus loin dans les terres. Ok, mais là, on voit bien dans votre cas, comme dans celui de Pauline, que devant une conséquence qui va continuer, avec les solutions d'adaptation fondées sur la nature, on est sur des choses qui sont réversibles, un peu le contraire de ce qu'on appelle les solutions grises, mais après, peut-être que Amaury ou Anne pourront reprendre la parole pour compléter ce que je dis. Mais voilà, on fait Ah quelque bah, chose et on sait que voilà, on on augmente a, la biodiversité, on a des effets sur la lutte contre la montée du niveau de la mer, mais pour autant, on n'a pas mis des choses qu'il faudrait de nouveau déconstruire. là, le sujet, c'est qu'effectivement, quoi, c'est de voir si les plantations, sont efficaces pour contrer effectivement les assauts de l'océan, et ce qui éviterait effectivement d'avoir, parce que c'est ça, le but final, c'est que derrière que ces expérimentations qui sont faites via des plantations permettent d'éviter d'avoir ce trafic de dumpers sur la plage en avril-mai. Très bien, bah, c'est ce qu'on espère. On va passer aux questions-réponses. Aux questions plutôt. Marguerite, est-ce que tu peux Oui. nous donner quelques questions? Donc, effectivement, la première question, vous m'entendez là? La première question qui se pose, c'est de bien préciser qu'il s'agit d'accompagner et non pas d'empêcher l'érosion. Donc, je laisserai Pauline et Christophe bien le repréciser. Il y a des questions techniques. Que veut dire une plage grasse? Ça, c'est pour Pauline. Est-ce que la végétation qui s'est développée est d'origine, comme vous avez parlé des casiers pour les algues, et est-ce que quelque chose a été rajouté? Alors, une dune, une plage grasse et une plage avec du sable, tout simplement, avec beaucoup de sable en haute plage, une dune bien bien rose, rebondi? bien rose, voilà. On n'a pas planté, on n'a rien planté du tout dans le cadre du projet. Il n'y a eu aucune plantation. On a bénéficié, voilà, de la banque de graines disponible dans le sable. Il n'y a eu aucune plantation réalisée par l'agglomération. Ok. Ok, une autre question. Donc, autre question. Est-ce qu'il existait pour Lorient un projet non fondé sur la nature, concurrent? Et est-ce que le scénario qui a été retenu était parce qu'il avait un meilleur rapport coût-bénéfice? Est-ce qu'il a semblé intéressant aux participants le fait que ça coûtait 700 000 euros sur 2 kilomètres, ce qui est peut-être beaucoup moins cher qu'une digue? Alors ça, c'est Alors ça, c'est sûr, c'est beaucoup moins cher qu'une digue. Euh, on a fait effectivement une analyse de coût-bénéfice en fait de différents aménagements pour
pour en fait choisir l'aménagement dans le cadre d'un comité de pilotage le plus bénéfique pour le littoral. Différents aménagements avaient été proposés, aussi bien des solutions plutôt dures d'artificialisation du trait de côte, avec des ouvrages aussi bien sur le littoral, sur l'estran, mais aussi en mer. Et c'est la solution qui a été retenue par le comité de pilotage du fait de ses bénéfices et de l'impact paysager beaucoup moindre. Merci. Pour Christophe, est-ce qu'il y a bien eu des bétonisations des bâtiments? Est-ce que le sable qui a été pris de la dalle, est-ce que le sable qui a été pris sur la plage de Soulac aurait aussi pu être pris ailleurs, par exemple l'estuaire de la Gironde? Et que comptez-vous faire dans le temps des autres bâtiments? Alors, pour la gestion donc on a retiré toutes les dalles béton, ça c'est clair, hein, sur le périmètre qui était impacté, quoi. On a bien retiré tout ce qui était béton, tout ce qui pouvait créer tout produit imperméable. Après, sur le sable, euh, le prélèvement du sable, alors là, c'est vraiment une autorisation spéciale, hein, qui est donnée à la com de com. Et effectivement, le lieu où on prélève le sable, hein, ben, c'est le lieu où je dis comme ça, je suis pas un scientifique de cette partie-là, mais c'est un peu comme la dune du Pilat, quoi. Il y a un mouvement de sable, hein, et récurrent, donc qui ramène le sable là où on le prélève. Après, sur la dernière partie de la question. La dernière- Que comptez-vous faire dans le temps? C'est-à-dire, est-ce que les autres bâtiments vont D'accord, aussi oui. être Alors, concernés? donc là aujourd'hui, il n'y a pas d'objectif de démolir d'autres bâtiments et de fermer le centre de vacances. C'est pas du tout, voilà, c'est pas du tout projeté. Sauf effectivement, hein, si il y avait une évolution brutale, hein, de l'avancée du trait de côte, hein, et que la première, la deuxième, c'est que pour diverses raisons, la communauté de communes stoppe de faire les aménagements qu'elle réitère tous les ans. Mais aujourd'hui, non, on s'est assez éloigné à date pour ne pas être dans cette perspective. C'est effectivement des questions qui reviennent régulièrement. C'est cette question de court terme, long terme. Comment est-ce qu'on a fait pour décider que l'immeuble Signal, bien connu pour son nom, Signal, on a décidé de la démolition, de complètement partir? Et comment est-ce qu'à Lorient ou là à Soulac, on se dit que la restauration du cordon dunaire permet de gagner du temps, puisqu'il est en même temps clair que ça n'empêchera pas l'érosion du littoral? Signal qui est à Soulac. C'est- C'est le cas de Soulac et c'est le cas de Non, mais Lorient. Signal est à Soulac. Ah, Signal est à Soulac aussi, tout à fait. Voilà, Signal est à Soulac. Signal, bon, je l'ai vu debout et je l'ai vu démoli. Donc effectivement, je pense que là c'était plus. Alors ça ferait plutôt à voir avec la com de com, etc. Mais la topographie autour de l'immeuble Soulac n'est pas la même que la topographie qui est le long de notre centre de vacances. Voilà. Donc le cordon dunaire, je pense, à faire autour de l'immeuble de Soulac de l'époque, qui est très proche de la plage, hein, où on fait les prélèvements, hein. Je pense qu'il y avait vraiment une problématique et voilà. Un nombre de mètres cubes à mettre en place tous les ans qui est beaucoup plus conséquent que le reste. Mais ça, c'est juste une intuition pour avoir vu comment s'étaient situées les choses, quoi. Donc, peut-être une dernière question pour Pauline. Quels ont été les arguments pour convaincre les habitants qui perdaient la vue depuis le rez-de-chaussée alors qu'ils n'avaient pas été inondés? Et puis, comment est-ce que vous gérez en fait les questions pour les autres habitations, notamment les habitations et les autres locaux commerciaux avec cette érosion du littoral? Alors, je comprends pas trop la dernière question, c'est-à-dire. La dernière question, alors Commence par la première. je commence déjà par la première. Quels ont été les arguments qui ont su convaincre les habitants d'accepter ce cordon dunaire? Alors, en fait, je pense que déjà, ce qui est très fort dans notre projet, c'est le quatuor entre une collectivité, la commune de Gavre, l'université, les scientifiques et la population. Le fait, en fait, qu'on soit vraiment les quatre protagonistes ensemble sur ce projet, ça nous a permis de parler,
de convaincre et d'aller voir aussi les habitants pardon, qui étaient un petit peu réfractaires. Il a, pour la partie, effectivement, la dizaine de maisons qui étaient concernées par le rehaussement de dunes et la perte de la vue mer au rez-de-chaussée, il a fallu aller un peu plus loin pour convaincre. Effectivement, on a mis en place des photomontages, des mises en scène. On a été chez les gens, on a pris le temps, on les a rencontrés et puis on leur a fait part en fait de tout simplement en fait des chiffres du dérèglement climatique qui arrive en fait, qui est inéluctable et on leur propose quelque chose pour s'adapter, pour les protéger. Et le maire de Gavre à l'époque a été très fort là aussi pour nous accompagner et pour nous permettre de réaliser ce projet. Il a fallu aussi, nous, notre côté technique, de faire aussi des adaptations pour comprendre en fait leur point de vue et essayer d'avoir un projet, un consensus sur ce projet. Donc le temps, je dirais, ce qui nous a permis de convaincre, c'est le temps, beaucoup de temps. Et le portage politique. Le portage politique, évidemment, je l'ai dit, et puis tout simplement des outils de com aussi qui permettent aussi pour tout à chacun, des personnes qui sont pas dedans, qui sont pas scientifiques, de comprendre en fait qu'est-ce que ça va donner quoi plus tard. Et aujourd'hui, on n'a plus l'impression qu'on a retravaillé cette dune, on a l'impression qu'elle a toujours été là. J'arrête les questions. On peut en prendre. Normalement, le webinaire s'arrête à 45, mais on va prendre encore une question ou deux. Donc, il y a pas mal de questions qui tournent autour de l'horizon un peu plus loin. Donc, est-ce que vous avez pris les projections à 2050? Comment vous commencez à aborder la question de l'érosion avec les autres habitants qui pourraient être concernés? Donc, c'était cette question-là, Pauline, qui dit qu'est-ce que vous faites pour les zones d'habitation commerciale qui vont être à risque avec l'adaptation? Et qu'en est-il des assurances? Alors, on n'est pas rentré encore dans cette partie-là, nous, sur le Pays de Lorient, et donc Gavre non plus. Par contre, c'est ce que je disais en clôture de ma présentation, c'est notre feuille de route pour les prochaines années. Gavre a délibéré pour intégrer le décret liste, l'actualisation du décret liste. Nous-mêmes, Lorient Agglomération, les élus, ont délibéré le 24 juin dernier pour accompagner les communes et réaliser les cartes, en fait, à l'échelle des 12 communes littorales. Pauline, vous pouvez préciser ce que c'est le décret liste? Le décret liste, en fait, c'est ce qui nous permet en fait d'avoir des cartes d'érosion à différentes échelles. Je n'entends plus. Ah voilà, ça y est, c'est bon. Ce qui nous permet d'avoir des cartes à différentes échelles pour comprendre en fait l'évolution du trait de côte à différentes pas de temps et aussi du coup proposer une adaptation pour le territoire avec effectivement différents scénarios, la lutte, l'adaptation ou le recul des habitations, les enjeux. Et donc, c'est notre feuille de route pour les prochaines années. Donc, aujourd'hui, on n'est pas là-dedans, effectivement, sur la presqu'île et dans les aménagements qu'on a proposés. On est plutôt sur des aménagements d'adaptation, en travaillant avec des solutions fondées sur la nature, mais on n'est pas sur de la délocalisation ou autre. Mais c'est effectivement des discussions qui pourront être portées par nos élus dans les prochaines années. Oui. Donc, vaste. Alors, je vais reprendre. Vaste programme, oui. Vaste chantier qui est devant vous, effectivement, et devant d'ailleurs tous les enjeux, que ce soit des habitations ou des commerces ou des établissements de loisirs comme celui de la SNCF. Mais malheureusement, j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler. Là, on va clore ce webinaire. Je vous remercie énormément, Pauline Lenardant et Christophe Guignon, de nous avoir raconté votre expérience. Et je répète que le webinaire est en replay et qu'on mettra également des éléments de vos présentations avec des photos et avec des explications plus détaillées dans des présentations classiques. Je remercie aussi Anne et Amaury. Vous voulez rajouter quelque chose, Anne ou Amaury? Non. Ok. Non, pas spécialement. On a répondu à quelques questions Dans le chat au fil de l'eau. Ok, merci beaucoup. Et donc, je vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire qui aura lieu, si je ne dis pas de bêtises, le 28 août
et qui sera consacré au milieu forêt. Et très vite après, ça sera le 8 septembre, ça sera le milieu agricole. Voilà. Et vous pourrez retrouver toutes les dates sur notre site. Merci beaucoup. Encore merci à Pauline et Christophe. Et eh bien, je vous souhaite une bonne suite de journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir et merci. Au revoir. J'arrête l'enregistrement. Où est-ce que c'est